Bonjour, mon invité aujourd'hui est Jean-Marc Jancovici. Bonjour Monsieur Jancovici, vous êtes un spécialiste des questions énergétiques et du climat, Shift Project et puis aussi Carbone 4, vous êtes associé. Alors nous sommes à quelques mois de la COP26 qui aura lieu en Angleterre. Quelles sont les annonces clés que l'on peut attendre et quels sont les jeux d'influence que vous percevez à l'aube de cette COP26 ? Alors pendant longtemps, j'ai péché par excès de naïveté en pensant que les COP, c'était comme des structures décisionnelles dont on a l'habitude. Il y a un chef et ensuite des gens qui exécutent les décisions du chef en espérant que les décisions du chef soient sages. Et puis il m'a fallu un certain temps pour comprendre qu'en fait la COP n'a pas de chef, en fait elle ne décide rien, elle entérine. La COP, comme toutes les assemblées onusiennes, c'est un endroit où tout se décide par consensus. Et un parallèle que je prends souvent, c'est la COP, c'est un peu comme une assemblée de copropriétaires. Donc vous imaginez 200 copropriétaires dans une propriété qui doivent décider à l'unanimité d'un programme de travaux où chaque copropriétaire a une voix, quelle que soit la surface de son appartement. Par contre, les charges sont au prorata des surfaces. Le programme des travaux n'est pas décidé avant que les copropriétaires commencent à délibérer. Il n'y a pas de syndic, il n'y a pas de projet de résolution et ils doivent se mettre d'accord à l'unanimité sur un programme de travaux. Voilà, quelle est la probabilité, contraignant évidemment, qui va leur coûter très cher. Donc l'immeuble a plus de risque de s'effondrer que d'être rénové. Exactement, voilà, donc probabilité qu'ils y arrivent, zéro. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe dans la COP. La COP n'a pas de chef, elle a un secrétaire qui entérine, mais elle n'a personne qui propose. Le président de la COP, en fait, il est juste là pour donner la parole, mais il n'est pas là pour proposer des résolutions, enfin pas formellement en tout cas. Et comme tout se décide par consensus, il suffit qu'il y ait un pays qui bloque et puis le consensus n'a pas lieu. Donc en fait, tout se cale sur le plus petit dénominateur commun, et en fait, le plus petit dénominateur commun, c'est ce que les gens sont déjà prêts à faire. Donc en fait, la COP ne change rien par rapport au destin du monde, c'est ailleurs que les choses se passent. Ça donne l'occasion d'en parler, donc j'ai envie de dire que ça, le principal bénéfice de l'affaire est médiatique. Par contre, c'est pas un endroit où on décide. Est-ce que, alors, par quel miracle ça a fonctionné en décembre 2015? Par quel miracle? Parce que ce que vous dites finalement sur la COP, c'est ce que l'on peut dire sur la communauté internationale. Tout le monde en parle, personne ne l'a jamais vu, c'est comme le monstre du Loch Ness. Et donc, par quel miracle, en 2015, on est parvenu à un accord alors, dont le caractère contraignant est sujet à caution, mais il y a eu au moins cet accord de tous ces copropriétaires, y compris des squatteurs qui normalement n'ont pas voix au chapitre. Alors en fait, l'accord le plus structurant, il n'a pas du tout eu lieu à Paris en 2015, il a eu lieu à Copenhague en 2009. En 2009... Considéré pourtant comme un échec, y compris par Barack Obama. Absolument. Alors j'y étais moi, et en l'occurrence à Copenhague. Ça, donc c'est la première fois que... Non, c'est pour ça que c'était un succès évidemment. C'est la première fois que j'ai vu l'histoire se faire. Et en fait j'ai vu la formation du mot échec. Je peux vous raconter l'anecdote si ça vous amuse. Oui, bien sûr, oui. Au début de la négociation, en fait, vous avez un gros document dans lequel chaque pays met ce qu'il aimerait y trouver. Et à chaque fois que deux pays ou plus ne sont pas d'accord entre eux, les expressions sont mises entre crochets. Alors, à l'entrée de la COP de Copenhague, il y a quelques milliers, je crois, d'expressions entre crochets dans le texte qui est soumis à la discussion, à commencer par l'élévation de température maximale sur laquelle les pays s'accordent, et je me rappelle que le texte commence par « attendu que ceci, cela, je sais pas quoi », les pays décident de limiter à 1,5 entre crochets, 2 entre crochets, 2,5 entre crochets, 3 entre crochets, 3, puis ça allait jusqu'à 4,5, je crois, comme ça, et tout le reste était à l'avenant. Bon. Donc les gens commencent à essayer de se mettre d'accord, chacun sur un petit bout du texte. Au bout d'une semaine, ça patauge, arrivent les ministres, ça patauge toujours, arrivent les présidents, il n'y a toujours rien à signer. Bon. Et vous savez comme moi qu'un président, ça vient pas pour discuter le bout de gras, ça vient pour signer le truc qui a déjà été... voilà, ça vient pour la photo et signer le truc qui a été négocié. Et alors là, il y a 2 ou 3 présidents, dont Sarkozy, parce que je crois que mes informateurs internes me disent qu'il a joué un rôle significatif là-dedans, qui disent on ne peut pas repartir la queue basse comme ça, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc il y a eu une espèce de nuit des longs couteaux, dans la nuit du jeudi au vendredi de la 2e semaine, où il y a 27 chefs d'État qui se sont réunis dans une pièce. Il y a Brice Lalonde qui y était, donc c'est lui qui m'a raconté comment ça s'est passé. Et puis ils commencent à se mettre d'accord en disant bon alors 2 degrés, 3 degrés, 3 t'es pas d'accord, allez pof 2 degrés. Et ils font ce que font des chefs d'État réunis dans une pièce pendant la nuit, c'est-à-dire qu'ils font 12 bullet points avec 12 trucs sur lesquels ils sont d'accord. Et en fait tout ce qu'il y a de structurant dans l'accord de Paris a été décidé à Copenhague cette nuit-là. Et ça a été une OPA du G20 sur les Nations Unies, c'est ça qui s'est passé en pratique cette nuit-là, mais c'était un processus qui n'avait plus rien à voir avec le processus onusien, et en particulier les ONG qui pouvaient regarder tout ce qui se passait. Et il se trouve que par ailleurs, pour des raisons logistiques, les ONG avaient toutes été éjectées du centre de conférence, parce que les Danois avaient vu un peu juste,
À Poznan, l'année précédente, où j'étais aussi, il y avait eu 13 000 personnes, donc les Danois avaient dit, bon allez, on va caler sur 15 000. Manque de peau la deuxième semaine avec toutes les délégations présidentielles, rien que de celle d'Obama, il y avait 200 personnes, je crois. Une fois que vous mettiez les délégations présidentielles, 5 000 personnes, la presse, 5 000 personnes, plus les ministres, etc., encore 5 000 personnes. Les ONG, qui la première semaine avaient 5 000 représentants dans l'enceinte, la semaine d'après en ont eu 90. Donc les 90 qui étaient encore dans l'enceinte étaient chauffés à blanc, ils étaient furax comme pas possible. Et au moment où fuite le draft de l'accord que les présidents étaient en train de signer, vous savez, ils font des brouillons, alors ils en tapent un, c'est pas le bon, ils le foutent à la corbeille, etc. Et je me rappelle comme si j'étais hier, c'était vendredi à 3 h du matin, j'étais en train de discuter avec la femme qui s'occupait du desk de l'AFP à Copenhague. Tout le monde se tournait les pouces, et enfin tous les gens qui n'étaient pas dans la salle se tournaient les pouces, les fonctionnaires ne pouvaient rien dire, puisque les présidents étaient en train de discuter, la presse n'avait rien à dire, etc. Les seuls qui pouvaient dire quelque chose, c'était les représentants d'ONG, et arrive une jeune femme du VVF, tenant un draft de 2 pages, elle le pose sur le bureau d'Anne Charon, parce que je me rappelle encore, c'était elle, et elle lui dit « Regarde-moi ça, c'est un scandale, 2 pages, c'est un échec ». Et le mot est parti de là. Donc je me rappelle très... J'ai vu l'histoire, pour une fois, c'était pas du tout un échec. En fait, c'était un vrai succès parce qu'on s'était enfin mis d'accord sur 2 degrés. Et on aurait dit que c'était un succès, peut-être que la face de l'histoire aurait été un tout petit peu changée. En attendant, si on revient à la physique, ce qu'on peut constater, c'est que le rythme d'augmentation du CO2 dans l'air avant les COP et après les COP est exactement le même. Avant Copenhague et après Copenhague est exactement le même. Et avant Paris et après Paris est exactement le même. Donc si on juge du succès de la manœuvre au fait que ça change le monde physique derrière, pour le moment, aucune COP n'a été un succès. Alors, il y a en plus des objectifs très ambitieux qui sont mis pour 2050 et pour 2030 moins ambitieux. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une tentation des différents leaders politiques de porter leurs ambitions sur leurs successeurs et non pas sur les efforts qu'ils ont fait eux-mêmes? Est-ce que l'un des problèmes majeurs des changements climatiques, c'est que ce sont les générations futures qui vont payer et que quand vous êtes élu, vous pensez plutôt au taux de croissance de l'an prochain qu'au taux de réchauffement climatique dans 20 ans? Alors là aussi, je ne vais pas vous apprendre votre métier. Dans les structures politiques avec des échéances courtes, donc typiquement les démocraties avec remise en jeu du mandat à quelques années, tout effort maintenant pour un résultat plus tard est toujours quelque chose de très très délicat à mettre en œuvre. Donc là, en ce qui concerne le climat, on est typiquement dans ce genre de cas de figure, c'est-à-dire qu'il faut faire l'effort maintenant pour le bénéfice plus tard. C'est un peu comme la mise au régime, c'est désagréable tout de suite pour un bénéfice qui arrivera plus tard. C'est-à-dire qu'entre continuer à trop manger tout de suite ou pas, ça change pas grand-chose dans les 3 semaines qui viennent. C'est après que le bénéfice a lieu. Ben là, on est exactement... La différence, c'est que c'est votre propre corps, alors que là, ça sera d'autres leaders. Exactement. Qui seront là, oui. Alors, même pas. Parce que, en fait, quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que la dérive climatique est quelque chose qui est aujourd'hui inscrite dans la physique. C'est-à-dire qu'on ne peut plus l'arrêter. Il faut attendre plus de 10 000 ans pour épurer un surplus de CO2 une fois qu'on l'a mis dans l'atmosphère. Il faut attendre plusieurs milliers d'années avant que la cryosphère, c'est-à-dire les calottes glaciaires, ait fini de réagir à un surplus de CO2 qu'on met dans l'atmosphère. Et donc l'océan ait fini de réagir. Donc en fait, la dérive climatique qu'on a mise en route, ça y est, elle va durer jusqu'à la fin des temps historiques. Le climat de l'an 2020, on sait qu'il est déjà perdu. Il ne reviendra jamais. Il va partir et il ne reviendra jamais. Donc on est dans un processus qui est très très long et très très lent, mais par ailleurs, on sait déjà que les gens qui aujourd'hui ont l'espoir d'être encore en vie dans 20 ans, de toute façon, eux-mêmes, avec leur propre corps, vont voir les conséquences de la dérive qui s'amplifie. Je veux dire, moi, aujourd'hui, je vois des choses que je ne voyais pas il y a 20 ans, et si dans 20 ans, je suis toujours vivant, je verrai des choses que je ne vois pas aujourd'hui. Donc, certes, on vit un peu au crédit de nos descendants, mais quelque part, on vit même au crédit de nous-mêmes aujourd'hui. Par contre, ce qui est très difficile dans cette affaire, c'est qu'avec le temps de résidence du CO2 dans l'atmosphère, donc qui se compte en siècles, en millénaires, le lieu des émissions n'a pas d'importance en ce qui concerne les conséquences. C'est-à-dire que le climat de la France dans 20 ans n'est pas le résultat des émissions de la France sur les 20 ans qui viennent, c'est le résultat des émissions planétaires sur les 20 ans qui viennent. Alors, ce qui veut dire, et comme les émissions planétaires ne dépendent pas que de nous, ça veut dire que même si chacun fait sa part, enfin, comment dire, il y a une espèce de jeu du passager clandestin dans cette histoire, où le fait de faire sa part ne vous garantit même pas contre le fait que ça va stabiliser la situation. Donc c'est compliqué. Par contre, on ne peut évidemment pas imaginer que la situation soit stabilisée sans que chacun fasse sa part. Donc il y a un jeu compliqué dans cette histoire, et comme les États sont souverains,
compliqué, sauf si vous envahissez les autres avec des chars et des avions. Enfin, pour le moment, ça marche pas trop. On n'imagine surtout pas le faire pour les émissions de CO2 aujourd'hui. Bon. Et même pour autre chose, ça n'a pas très bien marché. Pour autre chose, c'est compliqué. Quand on essaye d'envahir la Russie, l'histoire montre que ça se passe pas toujours très bien. Le succès n'est pas toujours garanti. Donc. Puis aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'envahir la Chine. Peut-être ça poserait aussi quelques petits problèmes militaires et logistiques. Donc, on est obligé d'en passer par la coopération internationale, mais on est aussi obligé d'en passer par l'action domestique. On est obligé d'en passer par l'action à long terme, comme on est obligé d'en passer par l'absence de procrastination et de commencer à s'y mettre demain matin. Donc c'est un problème qui est particulièrement ardu, parce qu'il faut faire feu de tout bois, si je puis me permettre, et agir à tous les échelons simultanément. Alors parmi ceux qui sont engagés sur à la fois observateurs et engagés sur ces questions, vous avez une vue sur les questions nucléaires qui diffère un peu de beaucoup de vos camarades, et vous êtes plutôt critique des partis écologistes sur la question nucléaire. Alors j'ai réussi à me faire des ennemis partout. Je réussis à me faire des ennemis chez les écologistes sur la question du nucléaire, mais je réussis à me faire des ennemis, enfin de moins en moins, dans le monde économique sur la question de la croissance. Je réussis à me... Enfin voilà, donc c'est un problème qui est très disruptif, parce qu'en fait, il oblige à revoir totalement l'ordre des priorités et la hiérarchie des risques. Alors en ce qui concerne le nucléaire civil, je précise sur le fait que c'est le nucléaire civil dont je parle, pour l'énergie, voilà. L'analyse de la situation que je fais, c'est que les risques portés par le nucléaire civil sont considérablement inférieurs aux risques qu'il permet d'éviter quand on le met en œuvre. Voilà. Donc c'est un arbitrage des risques. Vous savez, c'est comme les effets secondaires des médicaments. Il y a tout un tas de médicaments qui ont des effets secondaires. Ça vous donne des boutons, des palpitations, des poils dans le nez, je sais pas quoi. Mais si vous ne le prenez pas, vous risquez de mourir. En général, les gens le prennent. Bon, ben là, c'est exactement pareil. Le nucléaire risque de nous donner des poils dans le nez, ok, très bien. Mais si on s'en sert moins, on va chuter plus durement. Comment vous expliquez du coup le fait que le mantra de tous les partis écologistes, quels qu'ils soient, qui sont donc fondés pour préserver le climat, et ont quand même ce tabou du nucléaire, ça fait partie quand même d'un refus? Est-ce que c'est parce qu'il y a aussi un lien avec le nucléaire militaire? Est-ce que c'est le péché original de l'Allemagne et que les Verts allemands ont un peu influencé le reste des Verts européens? Alors là-dedans, je ne peux me livrer qu'à des conjectures, parce que c'est compliqué de faire des démonstrations mathématiques. Mais dans les hypothèses que j'ai sur la table, il y en a une effectivement qui est qu'en Allemagne, les Grünen ont été très focalisés sur la question du nucléaire militaire, j'imagine pour des questions d'humiliation, c'est-à-dire que c'est la puissance qui vous a vaincu pendant la guerre installe des têtes nucléaires sur votre sol. Ils sont aussi nés dans les années 80 dans l'affaire des euromissiles, lorsque Reagan parlait de guerre nucléaire limitée en Europe. Alors, j'allais y venir, c'est-à-dire que, et en plus contre leurs frères, c'est-à-dire qu'on met en Allemagne de l'Ouest des têtes nucléaires qui peuvent éventuellement aller zigouiller leurs frères qui sont en Allemagne de l'Est. J'imagine que ça n'a pas dû leur faire très plaisir et que ça a nourri un ressentiment contre le nucléaire militaire, qui ensuite a dérivé sur le nucléaire civil. En ce qui concerne, et puis en plus d'aucuns, mais ça, moi j'ai pas la moindre preuve, explique que tout ça a été abondamment financé par les Russes, qui y avaient évidemment intérêt, parce que avoir des antinucléaires, c'était nécessairement affaiblir, entre guillemets, l'ennemi. Greenpeace est né avec une opposition au nucléaire militaire, ça, voilà. Et quand ils ont fini par obtenir, pas eux en particulier, mais quand il y a eu la fin des essais nucléaires militaires, enfin la fin des essais réels, j'ai envie de dire, eh bien, le combat ce qui leur a semblé le combat le plus proche, c'était le nucléaire civil. Alors, à ce moment, ils ne se sont pas dit, tiens, reconversion. On va se reconvertir dans le climat, et du coup, on va être pour le nucléaire civil. Ils n'ont pas fait ça, voilà. Je pense qu'il y a un autre élément qui joue de manière forte, c'est que le mouvement écologiste historique est un mouvement qui emprunte aussi pour partie aux ludistes. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement anti-machine, anti-techno dans le mouvement historique écologiste, pas à tort toujours, et comme le nucléaire fait partie de la technique, je pense qu'il passe dans la barque. Et quand vous regardez les sondages d'opinion en France, en tout cas, je pense que ça explique pourquoi les gens qui sont les plus climato-sceptiques sont aussi les plus pro-nucléaires, et inversement. Je pense que les climato-sceptiques sont des gens qui pensent que la technique ne peut pas faire de mal, et s'ils aiment bien la technique, du coup ils aiment bien le nucléaire, et inversement, les gens qui sont soucieux de l'environnement pensent qu'on a déjà trop de techniques qui d'une manière générale mangent trop de ressources et fait trop de mal à l'environnement,
et le nucléaire en étant une parmi d'autres, du coup ça passe dans la barque. Je soupçonne que c'est ça. Alors il y a quand même un petit bémol à cette explication qui est qu'à ce moment il devrait aussi être contre les éoliennes industrielles, etc. Voilà, donc mon explication n'est pas totalement satisfaisante. Et autre sujet qui divise, la 5G, est-ce que vous y voyez plutôt quelque chose qui permettra de lutter contre le réchauffement climatique ou quelque chose qui va aggraver? Et là on entend un peu les deux versions. Là c'est très clair, ça va l'aggraver. La 5G participe de la fascination du gadget. Là pour moi, je suis assez critique contre la 5G. Et je pense que dans le contexte actuel, on a d'autres chats à fouetter que de pouvoir regarder de la vidéo haute définition qui sont sur des écrans qui ne sont même pas faits pour ça quand on est dans le métro. Parce que c'est essentiellement à ça que ça va servir. Ou dans les ascenseurs. Et dans les ascenseurs. 80% du trafic Internet aujourd'hui, c'est de la vidéo. C'est de l'image animée, hein, 80%, dans lequel vous avez en gros 4 quarts, un quart de vidéo à la demande, donc Netflix et consorts, un quart de porno, un quart de YouTube, et un quart de votre cousine qui vous envoie la vidéo du petit dernier qui vient de faire ses dents, ou la vidéo du chat du voisin qui s'est pris la queue dans le portail. Bon, voilà, c'est ça le dernier quart. Est-ce que c'est d'une urgence absolue dans le contexte dans lequel nous sommes que tout ça soit envoyé en plus haute définition, encore une fois sur des écrans qui pour l'essentiel du temps ne sont pas faits pour ça, pas complètement persuadé, et les gens qui ont entre guillemets intérêt au crime se retranchent derrière le fait qu'on va pouvoir opérer les petites vieilles dans la Creuse. En fait, il ne faut pas juste un réseau pour opérer les petites vieilles dans la Creuse à distance, il faut aussi un bloc à distance, enfin bon bref. Et puis c'est beaucoup moins cher de louer un taxi et d'amener la personne en question dans un hôpital en ville que d'installer la 5G, rien que pour opérer les gens de temps en temps. Donc pour moi, on est vraiment dans la fascination du gadget où on ne réfléchit même pas. On est dans ce paradigme du monde infini où on se dit on va régler... Avec quand même des fortes stratégies d'influence quand même. L'ensemble des boîtes de communication qui ont des budgets conséquents pour vous faire parler en faveur de cela, et c'est quand même assez impressionnant. Oui, alors qui a intérêt au crime? L'État pour commencer, parce qu'il va vendre les fréquences et qu'en ce moment ça va lui faire un peu d'argent et que partout où il peut avoir un peu d'argent, il est pour. Ensuite, vous avez les équipementiers qui poussent au crime. Je pense, oui. Voilà, donc les fabricants de smartphones et les fabricants d'équipements pour réseau. Les opérateurs sont plus divisés, en particulier les petits, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont devoir investir massivement dans le réseau, alors qu'ils ne seront pas payés en retour sur le montant des abonnements qui ne va pas pouvoir augmenter autant que... Voilà. Et il y a eu une tribune de Martin Bouygues avant le kick-off, le lancement officiel du déploiement, disant qu'il était urgent d'attendre sur la 5G. Les consommateurs sont évidemment pour, parce que le téléphone est devenu un objet de statut social et que voilà, t'as pas le truc 5G, t'es ringard, quoi. Ouais. Quel regard vous jetez sur la Convention citoyenne? Est-ce que ça paraît un gadget ou quelque chose qui a été utile, aussi bien en retombée un peu pour le débat ou même en apport d'idées? Alors je pense que ça a été à la fois utile et frustrant. Ça a été utile parce que ça a apporté la preuve dans un certain nombre de domaines de choses qui avant n'étaient pas prouvées. Et la preuve la plus intéressante pour moi que ça a apporté, c'est que vous prenez 150 personnes tirées au sort et vous leur donnez de l'information sur le problème à traiter et le temps d'en discuter, et vous en faites une bande d'écolos. Donc ça, je trouve que c'est une information extrêmement intéressante. Et je rapproche ça d'un sondage qui vient d'être publié par les Échos il n'y a pas longtemps, où il y a 3 quarts des Français qui disent « on est conscient du fait qu'on va devoir changer nos modes de vie, mais pas tout de suite ». Et le « pas tout de suite » pour moi, il se rapproche du fait que c'est beaucoup plus facile de le faire tout de suite quand on est dans une action collective que quand on est dans une action individuelle. Parce que vous êtes entraîné qu'à la force du groupe et que vous ne vous marginalisez pas socialement. En fait, ce qui est très difficile dans le changement d'habitude, c'est la marginalisation sociale qui va avec. D'accord, vous allez commencer à vous chicaner avec vos enfants, votre conjoint, vos voisins, vos collègues, je sais pas quoi. Si vous commencez à faire autre chose que ce que vous faisiez avant, si tout le monde fait autre chose en même temps, ce problème-là cesse d'exister et on est quand même des animaux grégaires, on a besoin d'être en harmonie avec notre sphère sociale, quoi. C'est un truc qui est fondamental pour nous. Donc ce qu'a montré la Convention citoyenne, c'est que si les gens bougent en même temps, ils sont prêts à bouger de façon beaucoup plus significative voilà, ça c'est l'enseignement général. Après, si on prend les mesures dans le détail, il y en a certaines pour lesquelles je me dis oui, bon, ça c'est un peu anecdotique ou c'est pas nécessairement le cœur du problème, d'autres qui manquent peut-être, peu importe. Ils avaient 8 week-ends, ils sont partis de zéro, donc faut pas leur demander la lune. Donc ça c'était le côté très positif.
Le côté très frustrant, c'est que je pense que le gouvernement a géré ça en dilettante parce que c'était un truc parmi N dans tous les ballons d'essai que lance Macron. Et en particulier, il l'a géré en dilettante sur 2 points. Il n'a pas vu le sujet très technique qui va avec... Parce que parler le carbone, c'est comme parler argent. Faut tout compter partout, tout le temps, en carbone. Donc à ce moment, il faut des gens qui sachent faire, il faut le temps de le faire. Bon. Donc il aurait fallu doter la Convention citoyenne d'une force de frappe interne, d'un bureau de conseil interne, un secrétariat, une forme de secrétariat technique, qui à chaque fois que la Convention aurait fait une suggestion, de recherche un peu, aurait dit ah bah ça pèse tant. D'accord. Vous envisagez d'interdire la pub pour les 4x4, je vais vous faire un calcul de coin de table et je vais vous dire, bah ça, a priori, c'est susceptible d'éviter tant en termes d'émissions ou de s'inscrire dans une mesure qui pourrait éviter tant. Bon. Donc il leur aurait fallu ça, parce que comme ça, ils auraient pu jouer au Lego et empiler jusqu'au moment où ils arrivaient aux 40% qui étaient dans leur mandat. Et symétriquement, en face, quand Macron a dit « je reprendrai tout sans filtre », c'était une connerie, parce que ce qu'il fallait qu'il dise, c'était pas « je reprendrai tout sans filtre », c'était « je m'engage à tout faire évaluer sérieusement ». C'est ça qu'il aurait dû dire. Donc en gros, je vous traite comme des interlocuteurs sérieux, mais pas nécessairement m'ayant donné la vérité divine, parce que vous pouvez vous aussi vous tromper, etc., avoir un enfer pavé de bonnes intentions. Voilà. Donc l'engagement que je prends, c'est de vous considérer comme des gens sérieux, et de discuter sérieusement avec vous, et ça veut dire que je vous mets des moyens en face. Donc c'était ça la frustration, c'est qu'il n'y a pas eu ce dialogue technique et quantifié. Et pour avoir discuté avec quelques personnes qui faisaient partie de la Convention, ils en sont parfaitement conscients, et c'est aussi un élément de frustration de leur côté. Bon. Et je pense qu'aujourd'hui, le sentiment un peu énervé que certains peuvent avoir vient plus du fait qu'on ne les a pas traités comme des interlocuteurs sérieux, à cause du processus qui est je prends pas de manière discrétionnaire. Ah, 110, ouais, je prends, non, je prends pas, ça je prends, ça. C'est pas une manière de faire, ça. La bonne manière de faire, c'est de tout faire évaluer, de regarder toutes les contreparties, et de regarder à l'arrivée ce qu'on prend et ce qu'on ne prend pas dans un discours articulé et cohérent. Et c'est pas ça qui a eu lieu. Alors je ne sais pas si les députés pourront un peu redresser la barre. Justement, la loi climat qui va arriver le 29 mars... Je ne sais pas si les députés pourront redresser la barre, parce qu'ils n'auront pas plus que le gouvernement, la task force technique, pour faire cette évaluation quantitative à la volée sur la totalité des articles et la totalité des quelques milliers d'amendements qui sont déposés en ce moment. Le Chiffre Project en a déposé quelques-uns, des amendements, enfin on a proposé plus exactement un certain nombre, qui ont été repris par un certain nombre de députés. Dans les amendements qu'on propose, par exemple, il y a étendre la garantie légale des objets de telle sorte que la rotation des parcs soit ralentie. Parce que fabriquer un ordinateur, fabriquer une voiture, fabriquer un fauteuil, tout ça, ça consomme de l'énergie et ça émet des gaz à effet de serre. Donc si vous augmentez la garantie légale, bah, une partie les trucs tomberont moins en panne, ou si ça tombe en panne, on vous le remplace, donc le fabricant fera ce qu'il faut pour que ça tombe moins en panne, donc il y aura moins d'obsolescence programmée, et donc ça fera des émissions. Évitées, pardon. Donc typiquement, cet amendement que le Chiffre Project a proposé, vous avez évalué les députés n'auront pas les moyens à la volée d'évaluer ce qui va avec. Voilà. Et vous avez les moyens de le faire? Non, même pas, parce que ça va trop vite un débat parlementaire pour qu'on ait les moyens de faire ça. Donc on aurait pu faire un calcul de coin de table, mais même pas, on n'a pas le temps. Voilà, donc c'est ça le drame, c'est qu'on a un objectif, on a une obligation de résultat sur les émissions, parce que l'atmosphère se fiche de nos états d'âme et tout ce qu'elle voit, c'est la quantité globale d'émissions qui arrivent, alors qu'en face, il n'y a pas les moyens de traiter ça comme une obligation de résultat, et on continue à se contenter de slogans ou de déclarations de principe qui malheureusement ne sont pas suffisantes pour aller jusqu'au bout. On arrive malheureusement à la fin de cet entretien. Quelles sont selon vous les énergies nouvelles qui ne sont pas suffisamment exploitées, qui pourraient apporter un début de réponse à tous ces défis? Alors l'énergie en physique, elle a une définition assez précise, c'est ce qui quantifie le changement d'état d'un système. Et quand on parle d'une énergie, en fait on parle d'une interaction, c'est comme ça qu'on dit en physique, qui est susceptible de provoquer un changement qui libère de l'énergie. Alors une interaction, c'est par exemple l'attraction universelle, c'est susceptible de provoquer un changement qui est la chute d'un corps dans le champ gravitationnel terrestre, par exemple une masse d'eau qui descend le long d'une conduite forcée pour aller alimenter une turbine, c'est une chute de corps, et ça vous permet de libérer de l'énergie. La combustion, c'est une interaction qui provient de la force du réarrangement des atomes quand vous passez par exemple du carbone et de l'hydrogène à du CO2 et de la vapeur d'eau, et ça libère de l'énergie à cause du réarrangement des couches électroniques. La fission, c'est un réarrangement de nucléons dans le noyau, et ça vient de l'interaction qu'on appelle l'interaction forte, et ça vous libère de l'énergie. Donc pour trouver une nouvelle source d'énergie, il faut inventer une nouvelle interaction.
Bon, ou plus exactement, il ne faut pas l'inventer, il faut la découvrir, parce que les interactions, elles sont ce qu'elles sont. On peut compter dessus, moi j'y compte pas trop, parce que pas complètement sûr que ça arrive. Après, on peut donc essayer de se servir de celles qu'on a déjà. Et dans celles qu'on a déjà, on a les énergies carbonées et les énergies non carbonées. Alors les énergies carbonées, c'est tout ce qui est oxydation du carbone, donc c'est la combustion des combustibles fossiles, ou c'est la combustion du bois au-delà de son seuil de renouvellement. Donc ça, c'est dans les énergies carbonées, c'est celle-là dont il faut se débarrasser. Dans les énergies non carbonées, vous avez deux familles, vous avez le nucléaire, ou les nucléaires plus exactement, donc les réarrangements de nucléons, et les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, vous avez plein de trucs, parce que vous avez de la chaleur, vous avez de la chute, l'eau, vous avez de la force mécanique, le vent, enfin bon bref, vous avez plein de trucs. Vous avez du rayonnement électromagnétique, le soleil, enfin tout n'est pas égal à tout. Les énergies renouvelables, il faut bien voir que c'est celles dont on sort. L'humanité a été totalement renouvelable jusqu'à il y a 2 siècles. Et à ce moment-là, on n'avait pas de civilisation industrielle. Donc l'idée qu'on va pouvoir revenir à une civilisation industrielle avec juste des énergies renouvelables, pas le temps de développer aujourd'hui, mais moi je n'y crois pas. Non seulement j'y crois pas, mais je suis prêt à parier mon argent sur le fait que ça n'arrivera pas. Donc on va devoir faire avec une combinaison de sobriété, ça veut dire moins, et d'énergie renouvelable et de nucléaire. Les énergies renouvelables sont particulièrement commodes à mettre en œuvre parce qu'elles sont très diffuses quand vous avez beaucoup d'espace. Donc les énergies renouvelables en Suède, 10 millions de personnes pour les 2/3 de la superficie française, ça passe. Les énergies renouvelables dans certains pays d'Afrique, vous avez des grands fleuves sur lesquels on peut mettre des barrages, qui ne sont pas totalement anodins pour l'environnement, soit dit en passant, avec une population qui aujourd'hui ne consomme pas beaucoup d'électricité, ça passe. Par contre, les énergies renouvelables en Europe, vous avez essentiellement des pays plats et densément peuplés, ben, ça ne passera pas. Enfin pour l'essentiel de l'Europe continentale. Donc la marge d'adaptation c'est le nucléaire, et c'est pour ça que je dis qu'en fait on va devoir faire une combinatoire entre le nucléaire et la sobriété. Moins on fera de nucléaire, plus on fera de sobriété. C'est en gros comme ça que ça va se passer. Merci beaucoup Jean-Marc Jancovici, merci pour cet entretien passionnant.